Je reviens avec nos amis dans la salle. On n'avait pas parlé des emplois aidés. Je pense notamment aux emplois d'avenir. Qui les utilise ici? Est-ce que vous avez eu recours? Donc, il y a la stratégie d'insertion. Vous, notamment, comment vous les utilisez? Comment est-ce que vous les accueillez dans votre stratégie de DRH? Comment vous... Alors, tout naturellement, les formations qu'on appelait avant AMP, aide médico-psychologique, et si on met dans les AES, je ne sais plus ce que je veux dire d'ailleurs, donc sont maintenant, sont de toute façon en alternance de base. On ne peut pas faire un envoi direct. C'est tout. Ouais, ouais. Donc de toute façon, nous avons toujours eu ces personnes-là en contrat de pro, par exemple en apprentissage. Ouais. Et là, effectivement, avec les contrats aidés, nous avons pu développer. On en a actuellement 5 et 3 emplois d'avenir également, avec des prémices après d'emploi dans la foulée. Donc soit de CDD pour des remplacements de durée plus ou moins longue. Et en général, ça se termine par un CDI parce qu'elles ont une bonne JL, parce que c'est souvent des femmes, mais aussi des hommes aussi. Donc ces personnes-là sont tout à fait partantes après pour l'emploi et très opérationnel. Qu'est-ce qui prime chez vous? C'est quoi la stratégie? C'est du sourcing, de la formation? C'est de l'insertion professionnelle? C'est finalement financièrement le moyen de pourvoir au poste? On a compris les contraintes. Ouais. Non, en fait, ces personnes-là viennent en plus alors avec le problème du budget, bien sûr, puisqu'on n'a pas forcément un budget dédié à ça, mais bon, on arrive à le gérer. C'est aussi encore une injonction paradoxale. On nous a un petit peu, pas forcé, mais demandé de participer socialement, et on le fait tout à fait en tant qu'entreprise du monde du social, médico-social. On le fait d'une façon très, très naturelle, avec les moyens qu'on a. Et en tout cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est de jouer notre rôle social avec un grand S, en disant les jeunes qui sont là ont besoin aussi de se former, et on va lier les choses en disant ils ont besoin de se former, nous on a besoin de personnel formé et compétent dans nos domaines du médico-social et handicap moteur, et voilà, donc on trouve là ces raccords. La boucle est bouclée. Qui utilise aussi des emplois aidés? Allez-y. Alors, oui, on Alors, utilise pour quel type de poste? surtout des secrétariats d'accueil, essentiellement dans les centres de santé, évidemment. Alors, on a une vision assez particulière, c'est-à-dire qu'on prend un contrat aidé avec la volonté ensuite d'en faire un CDI. On essaie de s'inscrire dans cette... C'est pas une stratégie opportuniste de court terme. Non, c'est pas. On essaye toujours, évidemment, ça sert économiquement, on ne va pas se raconter pour une période, mais ça doit servir à créer des CDI. Et là, quand même, comme nous sommes sur des petites structures, puisqu'on a beau être une entreprise de 130 salariés, en fait, nous avons plusieurs structures où il y a 5 ou 6 salariés administratifs. Donc, il est très compliqué de faire l'accompagnement de ces contrats aidés. Et sur les 3 dernières années, le constat qu'on fait, sur 5 contrats qu'on a eus, nous n'avons abouti qu'à une seule titularisation, on va dire. Oui. Les autres, nous n'avons pas pu... Pas pour des raisons économiques, pour des raisons pas pour liées des raisons au profil, économiques. Je vais dire pour des raisons en fait d'accompagnement, autant de notre côté que du côté de Pôle emploi. Enfin, parce que en fait, alors soit les personnes au départ n'avaient pas le profil exact qu'il nous fallait, mais surtout c'était pas tellement parce qu'elles n'arrivaient pas à acquérir les connaissances. Mais c'est surtout le comportement, c'est-à-dire qu'il y avait une difficulté, puisqu'on est tout le temps au public, ce sont des postes qui sont face à des gens en difficulté, des gens malades ou des gens qui ont besoin. Et donc là, c'est très compliqué, parce que ce sont souvent des personnes qui ont des problèmes de déstructuration sociale, qui ont du difficulté à communiquer avec les autres. Et là, ni nous, ni Pôle emploi, on a été capable de trouver l'accompagnement, la formation. Et moi là, j'alerte tout le monde. Je pense qu'il y aurait des choses à faire. Ces contrats aidés, moi, je les porte. Je pense que c'est très important. Ça aide l'entreprise, ça aide une personne. Je reprends ce qu'a dit la ministre ce matin, c'est vrai. Ça les remet dans le milieu du travail. Mais si c'est pour arriver à un échec, et je vous dis, nous, on va dire qu'on a 20% de réussite.
on peut se dire oui, c'est que c'est pas complètement un échec, mais quand même, parce qu'on avait des postes, c'est-à-dire qu'après, on n'a pas gardé cette personne-là, mais on a embauché quelqu'un qui avait un profil, donc ce qui est dommage. Voilà. On va continuer à explorer. Slimane et Pauline, qui veut en premier? Je vous laisse. Alors Slimane. Oui, nous, on a aussi des emplois aidés. Par contre, je rejoins ma voisine de droite. On fait attention à un juste équilibre entre les emplois aidés et les autres salariés pour permettre à la fois un accompagnement, un tutorat et toujours un service de qualité. Sachant qu'effectivement, les objectifs pour nous sont à peu près identiques, c'est-à-dire travailler à l'employabilité des personnes en emploi aidé et travailler donc à l'accompagnement, la formation, soit dans une logique de, sur le marché de l'emploi, prendre de la valeur, soit dans une logique de pérennisation du poste au sein de nos structures. Alors le problème, c'est qu'effectivement, le tutorat, ça prend du temps, ça coûte cher, l'accompagnement aussi. Sur les dispositifs formation, on a bien vu au niveau des emplois d'avenir qu'il y avait des leviers financiers intéressants. Sur d'autres emplois aidés du type CUI, CAE, il y a moins de leviers formation. Puis il y a un risque, il me semble, on est dans une période préélectorale, la pérennité des contrats est loin d'être acquise. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers? Vous utilisez l'apprentissage, par exemple ou On y réfléchit, nous. Oui, vous n'utilisez pas ce jour et c'est une piste que vous souhaitez explorer? On est en train d'explorer des pistes, oui, effectivement. Sachant que l'idée, c'est aussi de travailler sur un modèle économique qui tienne compte du juste équilibre entre les aides sur les emplois aidés et puis les prestations qu'on fait. Sachant que par ailleurs, sur l'apprentissage, vous ciblez mieux au départ et le coût, il est progressif. C'est une piste pour vous, Marie-Christine Guzipi? Vous l'utilisez? Oui. Pauline, sur les emplois aidés, et puis peut-être un regard sur est-ce qu'on ne devient pas dépendant finalement de ces contrats qui peuvent disparaître au gré des contraintes budgétaires ou des alternances politiques? Alors à la DMR, c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'emploi aidé. Alors pourquoi la première démarche? Pourquoi? C'est parce qu'il ne faut quand même pas se voiler la face, il faut dire les choses. Hein. C'est intéressant pour les différentes structures pour ne pas fragiliser les finances, mais c'est surtout que ça fait partie des valeurs de la DMR parce qu'on aide des jeunes à revenir à l'emploi. Oui. Alors effectivement, hein, j'entends bien, nous on appelle ça les erreurs de casting, mais en fait, au fil du temps, on a résolu dans le département de l'Aube, mais ça se fait ailleurs dans le réseau ADMR, on a vraiment fait un travail avec les pôles emploi et les missions locales, de façon à présenter nos métiers. Donc, on y a passé du temps. Oui. J'ai donné de la ressource personnelle. J'ai dédié des personnels de ma fédération pour qu'ils se rendent au plus près des pôles emploi et des missions locales pour présenter nos métiers. Et entre les premiers emplois aidés que l'on a eus dans le département et ceux que l'on a maintenant, je peux dire sans exagérer, nous n'avons plus d'erreur de casting. Alors, je voudrais passer la parole 1 ou 2 minutes à la salle quand même, parce que vous êtes nombreux ici. Monsieur, on vous apporte un micro, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Francis Lévy, je suis le secrétaire général de la Fédération française des GEC, donc les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'était juste un témoignage que j'entendais les échanges sur la difficulté d'accueillir, d'accompagner et de former dans vos structures. Juste pour dire que les GEC, c'est une forme de mutualisation des parcours de formation. Ils sont encore assez peu développés dans le champ associatif, mais voilà, on y travaille. Donc voilà, moi je suis à la disposition, je sais que je dois rencontrer bientôt certains d'entre vous, mais je suis à votre disposition pour parler des GEC, vous expliquer comment ça marche et comment on peut développer ce type de dispositif. Merci pour cette question en forme d'offre de services et d'évangélisation de la famille, dans la famille ESS. Y a-t-il autre réflexion? C'est très frustrant parce que j'aurais bien passé une demi-heure de plus avec vous, mais la vie est ainsi faite. Ce que je vous propose, c'est de remercier et d'applaudir vivement nos intervenants. Merci Slimane Bourelia, merci Marie-Christine Guzepi, merci Sébastien Mathieu, qui est à distance. Merci Pauline, merci Mathieu Richard et merci Marc Meunier.